Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une patronne. Bonjour Mercedes. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors au sommaire de toute cette émission, on va d'abord faire une séquence qui s'appelle David contre Goliath. Et là, tu vas pouvoir rencontrer une jeune société. Vous parlerez de vos sujets en commun. Ensuite, il y aura la séquence en coulisses où on va plutôt parler des moments de vie forts de ta vie dirigeante, mais aussi de ton quotidien. Et on terminera par l'interview Top Chrono, qui là, comme son nom l'indique, va être une série de questions-réponses très rapides. D'accord. Merci encore. Et on va pouvoir passer tout de suite à la rubrique David rencontre Goliath. Donc la start-up qui te fait face, c'est Zioncey. Alors je dis start-up, mais c'est plutôt une agence spécialisée en création de contenu et je suis ravie d'accueillir son fondateur, donc Eric Zion-Jaoui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors voilà, je disais plutôt agence. Est-ce que tu peux justement dire un petit peu quelles sont les activités Bien sûr. Avec mon associé Hugues Tonnet, on a fondé une agence de stratégie digitale spécialisée dans la création de contenu et surtout dans la transmission. Comment est-ce qu'on transmet l'information grâce au digital sur les différentes générations, que ce soit dans la culture ou dans le luxe aussi. D'accord. Et sur quel à peu près format vous faites On est spécialiste en TikTok. On fait aussi beaucoup d'Instagram, beaucoup de Facebook, puisque c'est de la transmission, donc il faut aller sur toutes les typologies de personnes. D'accord. Alors Mercedes, est-ce que tu connaissais déjà l'agence ? Est-ce que TC travaille un peu avec ? Alors, pas vraiment. En fait, nous, on fait la même chose, mais je les ai connus, on s'est connus comme ça, parce qu'il avait entendu parler de moi par une jeune femme qui connaissait et qui me connaissait. Et voilà, et je trouve qu'ils ont plein de fraîcheur, que c'est sympa, que c'est intéressant. Ça rejoint mes enjeux de comment est-ce qu'on amène de la qualité au digital, comment on ne fait pas n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi. J'aime bien leur histoire de transmission, parce que ça veut dire que c'est important ce qu'on raconte. On a une responsabilité sur ce qu'on raconte. Et comme on n'a pas encore trouvé le moyen de maîtriser ce média qui fait à peu près ce qu'il veut, donc n'importe quoi, je trouve c'est bien qu'il y ait des gens qui s'attellent à faire les choses bien. Et après, je le trouve sympa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que la publicité, elle est forcément du sens. C'est un peu mot galvaudé, mais... Non, il faut... les gens sont en quête de sens sur tous les secteurs. Après, sur le digital, c'est important d'apprendre, je pense. Et c'est pour ça que nous, on accompagne des institutions culturelles sur le digital pour permettre aux personnes de mieux comprendre avant d'aller dans un musée et du coup d'apprendre, tout simplement. C'est quoi leurs enjeux, par exemple, dans la culture ? Cette année, la culture, il y a eu un boom sur les entrées dans les musées. Et je suis sûr que le digital y est pour beaucoup. En fait, de démocratiser cette culture, de l'ouvrir à tous, de donner envie à des gens d'y aller, c'est la raison pour laquelle je me lève le matin. Il faut aller toucher les jeunes générations, j'imagine. Exactement. Comment on les touche aujourd'hui On les touche en allant leur parler là où ils sont. Donc ils sont sur TikTok. Nous, on a aussi un média qui s'appelle Culture Confiture sur TikTok, qui est spécialisé dans la culture. Et on va les toucher en leur parlant. Si on leur parle par exemple, de Rothko à la Fondation Louis Vuitton, avec leur code à eux, par exemple, on peut faire des POV, Point of View, qui est très connu sur TikTok. Moi, je suis perdue, si tu peux venir. Pardon, Point of View. C'est dans la peau d'eux. C'est une façon dont parlent les plus jeunes sur TikTok. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que si on arrive à leur parler de la même façon que sur les réseaux sociaux, on les intéresse. Toi, alors, TikTok, quand on te dit ça... non, mais c'est pareil. Nous, on fait aussi beaucoup de TikTok. Mais moi, je suis sensible à ce... En fait, je suis sensible à ce qu'ils racontent parce qu'ils sont un peu sociétaux, quoi. Et qu'ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi. Et je trouve que, en fait, Point of View, c'est aussi une autre idée. C'est le fait que, quand on fait de la communication, il faut avoir un point de vue sur la qualité. Est-ce qu'on balance n'importe quoi aux gens ? Ou est-ce qu'on va vers une qualité ? Je pense que quand il parle de la culture, c'est un des sujets aujourd'hui les plus importants et dont on ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'on est en train de construire une France. L'éducation, c'est compliqué. La culture, c'est compliqué. On a besoin de refaire une France identitaire globale, que les gens puissent avoir le sentiment qu'ils ont droit à la culture. Donc, quand vous ouvrez les fondations Vuitton,
Moi, je m'occupe du musée de l'immigration. Je ne vous raconte pas, quand je fais des expositions, qu'on les ouvre, c'est pour nous extrêmement important de respecter le public aussi. Parce que quand on ne leur parle pas du tout à leur façon, c'est qu'on ne veut pas être empathique. On ne veut pas être respectueux. Ils parlent d'une certaine façon. On peut y arriver. Et c'est ça que je trouve bien dans ce qu'ils font. J'aime bien. Donc probablement, on essaie de faire la même chose. Mais plus il y aura de gens de qualité qui feront ça, et mieux on se portera. Et donc, sur TikTok, il y a aussi quand même beaucoup de jeunes, hein, ça se voit, parce que oui. je ne connaissais pas ce point de vue. Et comment est-ce que, là, d'ailleurs, vous percevez un peu les influenceurs? Il y en a de plus en plus sur TikTok. C'est vos futurs concurrents? Vous sont déjà vos concurrents ou pas? Nos concurrents, non, parce que les créateurs ne sont pas des agences. Par contre, c'est vrai que nous, on travaille avec beaucoup de créateurs. On aime bien dire que c'est fait par les créateurs pour les créateurs. Mais c'est exactement la même chose que de s'adresser avec leur langage. Ces créateurs-là, ils parlent le langage de la plateforme, donc autant y aller avec eux, en fait. Mais je ne pense pas que ce soit des concurrents. Après, ils sont hyper créatifs et ils sont incarnés, surtout. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on les suit pour qui ils sont. Et c'est pareil, chez BETC, vous suivez un peu les créateurs de contenu, influenceurs? Bien sûr. En fait, c'est un nouveau mode. Enfin, le monde ne change pas radicalement. Avant, les gens passaient par entre guillemets, des RP qui passaient par la presse et journalistes. Et là, on a tout d'un coup la possibilité de gens de surgir. Donc, il y a tout là-dedans. C'est-à-dire les gens qu'on trouve pas supportables, des gens qu'on trouve très intéressants. C'est un peu aussi notre métier. Et une marque, c'est pas qu'une histoire d'influenceur. Une marque, c'est un point de vue, un regard, une intelligence. Donc après, vous choisissez vos ambassadeurs, vos amis, parce que dans la vie, les amis correspondent quand même à ce que l'on est. Donc il faut penser une marque de la même façon. C'est pour ça que j'aime bien le terme de créateur, plus qu'influenceur, parce qu'en fait, c'est des gens qui créent quelque chose, et dedans, il y a des super vidéastes, il y a des super motion designers, il y a des super conteurs, storytellers, et c'est plus intéressant que les influenceurs, selon moi. Et alors, peut-être, allez, si tu as une ou deux tendances à nous donner dans la pub, là, puisqu'on est début. Là, dans la pub, il y a cette tendance... dans la pub, il y a cette tendance d'inventer un quotidien, d'inventer une rue qui n'existe pas. On voit des gros sacs énormes qui se baladent dans les rues, on voit des choses comme ça en 3D, mais c'est l'avènement de l'intelligence artificielle qui fait ça. Et la réalité virtuelle, bon. Je suis moins spécialiste en publicité que Mercedes. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Et plus jeune. Encore. Eric, d'avoir participé. Merci beaucoup. Et on va passer tout de suite à la séquence en coulisses. Alors, ton premier poste de dirigeante remonte à 1990. Et donc, cette année-là, tu es devenue directrice générale de Saatchi, donc c'était en France. Et alors, tu as gravi les échelons au sein de cette société. Est-ce que tu visais, déjà, ce poste-là, ou alors tu es arrivé un petit peu par opportunisme? Non, je visais rien du tout. En fait, j'étais assez précise quand même, parce que moi, j'ai fait des études de lettres classiques, j'étais prof de lettres. Après, j'ai fait HEC parce que je ne voulais plus être fonctionnaire. Et je suis rentrée dans la pub en me disant que c'était un endroit bizarre. Sûrement, j'allais faire 3 mois de stage et puis j'allais sortir. Et ça a été le métier de ma vie très vite, parce que ça faisait référence à toutes mes études en profondeur sur les sciences humaines, que j'avais adoré, sur la littérature, sur la sociologie, la psychologie, tout ce que j'aimais, l'histoire, etc. Et je m'en étais pas rendu compte, je ne le savais pas. C'est dur de savoir. Voilà. Donc quand je suis rentrée, moi ce que je voulais, c'était un métier qui me plaisait. Je savais que j'avais pas de limite en termes de travail. Et donc il fallait que ça soit intéressant. Et j'étais pas prête à rentrer dans un truc moyen pour devenir je ne sais quoi. Je ne comprenais même pas ce qu'on pouvait devenir. Donc voilà, je suis rentrée et j'ai tout de suite aimé mon métier. D'accord. Et après, donc, tu as eu un peu je ne sais pas si c'est un déclic, après. Je crois que ce qui a fait... d'abord, je pense que j'étais bonne.
C'est-à-dire, j'étais mûre pour ça. J'avais fait des études géniales, des hypocagnes, des cagnes, etc. Extraordinaire. On croit que ça mène à rien, ça mène à tout. Et je crois que donc j'étais prête à écouter des gens, des consommateurs, à faire des qualitatifs, à faire des études. J'aimais la création, j'aimais le lien entre le réel et la création. J'aimais trouver des leviers de persuasion des gens, donc tout ça, j'aimais beaucoup. Et puis après, je pense que ce qui m'a porté plus loin, c'est que j'avais un sens très fort des responsabilités, presque grave. C'est-à-dire, je croyais que j'étais coupable de tout. Donc, quand il y avait un problème dans l'entreprise, je pensais jamais que c'était un autre. Je croyais qu'il fallait que je le règle. Donc, au début, quand j'ai commencé, j'étais toute jeune. Le patron s'est dit, elle est quand même pas normale, la fille, là. Parce que je croyais qu'il fallait que je règle les problèmes de secrétaire, etc., etc. Il se disait, mais elle a un grain. C'était pas un sentiment de l'imposteur, c'était vraiment... Non, c'était le sentiment de la responsabilité. Ouais. Et alors après, quand tu pars cofonder... Alors, j'ai une expérience formidable, 14 ans chez Saatchi. En plus, au début, c'était une vieille agence française, Dupuis. Donc, une vieille famille française. Donc, c'est passionnant. Et la raison pour laquelle je m'en vais, parce que j'avais été très heureuse, c'est que je suis obsédée. Moi, je suis fille d'immigrés. J'ai immigré moi-même, puisque je suis arrivée à l'âge de 6 ans. Et je crois qu'on aime plus la France que les Français. Donc, moi, je voulais une agence française qui a un poids à l'international. J'aimais pas, quand je gagnais un budget chez Saatchi, ils le mettaient à Londres. Et ça m'énervait. Je me disais, tous les pays, on a le droit de se défendre. Notre culture, elle peut aussi être une culture internationale. Il n'y a aucune raison que quand on dit international, on dise obligatoirement anglo-saxon. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé BETC. Attention, moi j'ai créé BETC au sein d'une structure, c'était Havas. Et mon obsession, c'était pas l'argent, je suis pas très start-up et tout ça. Moi, mon obsession, c'était de faire le plus beau lieu de France en termes de création, d'intelligence, etc. Je voulais la gloire. Je voulais pas l'argent, je voulais la gloire. Et tu montes pas toute seule, hein Bah non. Et pourquoi? Parce que j'ai lu dans une interview, tu as donné à Ecoréseau, diriger toute seule, c'est facile, mais c'est pas intéressant. Bah bien sûr, il faut aller avec les gens les plus forts du monde. C'est petit, diriger toute seule. C'est, en fait, on oublie le but. Le but, c'est de faire quelque chose d'intéressant. Donc, pour être intéressant, il faut avoir l'intelligence des autres. Et moi, on m'a élevée avec, si tu n'es pas confronté aux meilleurs, tu n'es pas grand-chose. Et donc, moi, je me disais, je vais rejoindre les meilleurs. S'ils sont meilleurs que moi, bah, ils seront au-dessus. Et je m'en fiche. Et puis, en fait, il se trouvait que non, qu'on était assez à égalité. Et comment, après, tu aimes le collectif, ça se voit, Oui. Comment est-ce que tu t'es entourée, justement, un peu progressivement au sein de J'ai BETC? pris les meilleurs, partout. J'ai cherché. En fait, j'étais obsédée. Quand je voyais quelqu'un de bon, je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas chez moi. Puis après, je me disais, est-ce qu'il va être meilleur que moi? Je ne saurais pas quoi lui apporter. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'était ça, mon obsession. Ça, honnêtement, ça continue à être ça, mon obsession. Aujourd'hui, je pense la même chose. Un bon collaborateur, alors, chez BETC? Très bon. Un très bon, c'est quelqu'un qui comprend ce métier de la persuasion. Alors, il y a beaucoup de métiers dans la pub. Et ils ne sont pas tous bons partout. Mais en fait, un bon collaborateur, c'est quelqu'un qui a un axe de qualité, de compétence très fort, même s'il a des défauts. Il faut quelque chose qui soit très fort. Et dans ce cas-là, c'est un bon collaborateur. Alors, j'ai vu que tu as imposé donc, une culture d'entreprise fondée alors, sur pas mal de valeurs. Donc, tu as parlé en plus du fait que tu es immigré en France à l'âge de 6 ans. Donc, j'ai vu diversité, mixité, parité, ouverture. À partir de quand, pour toi, un dirigeant, il doit se poser cette question de la culture d'entreprise? Tout de suite, moi, je pensais que... Moi, ce qui était bien dans mon histoire, c'est que j'étais rien du tout. Je croyais que j'étais patronne. Donc, je me posais toutes les questions. Donc, j'interviewais, j'avais qu'une seule personne à interviewer parce que j'avais un assistant. Mais ça prenait des formes très importantes. Je considérais que c'était essentiel. Voilà, donc je pense que très vite, c'est pas coupé, quoi. C'est pas coupé. Qu'est-ce qu'on veut créer comme entreprise? Moi, je veux que les gens ils soient très forts et ils travaillent beaucoup et ils aident les entreprises autour de nous à être plus fortes. Pour ça, il faut leur donner quand même des cadeaux. Et les cadeaux, c'est pas que l'argent. C'est comment vous les reconnaissez, comment vous tenez compte de leurs paroles, voilà. Et les valeurs que vous portez. Et les valeurs, c'est pas eux qui vous les disent, c'est vous. Vous êtes patron, patronne, vous dites des valeurs.
Donc, moi, voilà, j'avais pas envie d'une agence pas ouverte. Je croyais que la diversité construit de l'intelligence. Bon, bah voilà. Ce sur quoi on n'a pas assez de diversité, parce que le problème, on ne le règle pas tout seul. L'école, c'est un vrai problème en France. Si, quand vous cherchez des très hauts niveaux, vous ne trouvez pas les gens adaptés, s'il n'y a personne qui a fait des grandes écoles parce que c'est trop fermé, c'est embêtant quand même. Donc, il faut régler des problèmes sociétaux lourds. Moi, je suis très concernée par le politique. Et l'éducation, c'est un des plus gros enjeux. Et alors, dans des très bons collaborateurs, tu l'as dit à plusieurs reprises, il y a eu donc Bertie Toledano, qui était donc, auquel tu as un peu laissé les rênes, c'était en 2019. Pourquoi ce timing-là, à ce moment-là, et comment se passe une succession de ce type? Alors, en fait, la vérité, c'est que tout le monde croit que j'ai arrêté de travailler. Tu es encore mais présidente, en fait, pas du tout. Moi, je pense que ce qui est génial, c'est quand on donne du pouvoir et on continue à contribuer. Donc, moi, ce que je lui ai donné à Bertie, mais c'était facile parce qu'elle était hyper intéressante, je lui ai donné la présidence de la France. Et moi, je me suis mis à travailler sur les budgets, les clients. Et donc, on est plus fortes toutes les deux parce que elle travaille sur certains clients, moi sur d'autres, et on échange. On passe notre vie, et même sur les gens, on échange. Donc, je pense que oui, j'ai intérêt à avoir une succession. En fait, quand vous avez des niveaux de gens comme ça, il faut bien que vous leur donniez vous les avez pas si vous n'êtes pas prêt à leur donner la succession. Donc moi, voilà, ça c'était assez simple. Après, je pense que c'est tellement dur ce métier à des moments donnés qu'il vaut mieux être beaucoup pour faire de cette agence la plus belle des merveilles. Alors, BETC a contribué à d'importants tournant stratégique pour des marques. Il y a eu des campagnes très mémorables dans la santé pour Danone, la jeunesse pour Evian, la vision Air France. Et il y a eu un moment, c'était début de la guerre en Ukraine aussi. Si tu peux nous dire un petit peu sur la campagne que vous avez fait et comment est-ce que vous avez pris un peu le projet? Ça devait être quand même très très délicat. Bon, maintenant on en parle parce qu'on a beaucoup de Tu veux recul, dire exactement sur la campagne que vous avez fait au début avec Vladimir Poutine. Ça on les faisait presque systématiquement, si j'ose dire. On n'a pas attendu la guerre en Ukraine. On travaille, en fait, on travaille évidemment pour des clients très importants, sur lesquels, pour moi, l'enjeu, c'est faire bouger l'entreprise. Et ça, c'est fondamental. Et après, on pense que comment est-ce qu'on contribue au monde qui nous entoure? Donc, nous, on contribue avec nos armes. La réflexion, l'intelligence, le travail, la création. Et donc, on a accompagné beaucoup de pro bono. On a accompagné le musée de l'immigration, évidemment, qui fait les plus belles des campagnes, parce qu'on s'applique tous pour expliquer à quel point c'est intéressant et quelles bêtises on raconte aujourd'hui sur la migration. On dit n'importe quoi. Mais on a travaillé beaucoup avec tout ce qui est la logique des droits humains, Human Rights Watch, mais aussi Reporters sans frontières. Et c'est ça dont tu parles. Reporters sans frontières, pour nous, c'est important parce qu'il faut une parole journalistique protégée. Alors, pour nous, ça, c'est pas une blague, quoi. C'est une des choses qui permet la démocratie. Et Reporters sans frontières, c'est ça le job qu'ils font. Comment ils protègent les journalistes. Donc, on les a toujours accompagnés. Et il se trouve que ce qui est assez clair, c'est que Poutine ne protège pas les journalistes. Ça, je pense qu'on peut y aller. Que ce soit avec Human Rights Watch ou avec Reporters sans frontières, ça a toujours été un énorme problème que c'est des droits humains en Russie. Bon alors, tu vois, là, tu as parlé un peu d'immigration, parce que tu as énormément de mandats à côté, donc je me suis dit qu'on n'allait pas toutes les citer quand même, mais tu es notamment président justement du conseil d'administration Musée de l'immigration. J'ai vu que tu étais membre du conseil de surveillance de Roche-Beaubois, donc tout autre sujet. Bon, j'en passe. Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça, toi, en tant que... Alors, est-ce que c'est plutôt en tant que citoyenne ou en tant que dirigeante ou les deux. Les deux, c'est-à-dire, moi, je crois à la générosité. C'est-à-dire, même toute petite, quand j'ai commencé dans la pub, je croyais que j'avais un rôle. Alors, le rôle, c'était d'aider les jeunes quand ils avaient des questions. Ça me fait toujours beaucoup de peine. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas le profil pour entrer dans mon agence. Je dis toujours à mes équipes, ça ne vous ennuie pas de les recevoir quand même? Puis de leur donner une orientation. Et ça m'a beaucoup apporté, ça. C'est-à-dire, moi, je croyais que la générosité, c'était gratuit.
il fallait attendre rien. Et en fait, j'ai beaucoup de retours. Et je ne l'ai pas fait exprès. Et je pense que ces retours, c'est le fait que vous créez une confiance avec l'extérieur, mais aussi avec l'intérieur. Les gens de BETC, ils sont fiers de ça. Ils sont fiers qu'on contribue. Et on n'oblige personne à travailler. De toute façon, c'est nous qui payons. Donc, on ne leur demande pas de travailler plus en extérieur, de donner des heures. On leur prend du temps qu'ils veulent bien donner dans leur temps de travail pour aider. Et en règle générale, pour eux, c'est un souffle, c'est quelque chose qui les met en valeur, quoi. Maintenant, ça fait partie, d'ailleurs mon associé est comme moi, ça fait partie, et Bertie est comme moi, et Stéphane est comme moi, ça fait partie de la culture BETC, on contribue. Et tu es alors aussi, on va dire, féministe, en tout cas tu fais beaucoup de choses pour la cause féminine, et j'y pensais à l'instant, mais notamment avec Sista, donc, qui aide les femmes qui ont du mal à lever de l'argent, comparé à leurs homologues masculins. Elle lève 2%. Oui. Oui, je pense qu'on peut faire mieux. Et j'ai vu que tu avais dit dans une interview aussi que tu étais féministe depuis l'âge de 5 ans. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de dire qu'on est féministe qu'il y a, 30, 40 ans? C'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Moi, quand je le disais à l'époque, même pour créer le Women's Forum, quand on a créé le Women's Forum, je me souviens, Aude de Thuin avait dit à l'époque, Mercedes, il ne faut pas trop qu'elle montre qu'elle est féministe. Ah bon, pour faire le Women's Forum, il ne faut pas que je montre que je suis féministe. Et pour moi, féministe, ça n'a jamais été un gros mot. C'est les droits humains, l'égalité. Après, honnêtement, la question des femmes, je trouve que c'est une des questions les plus importantes du monde. Je trouve qu'il y a un retour en arrière invraisemblable. En fait, j'ai l'impression d'un monde étrange où on a évolué de façon incroyable. Moi, quand j'ai commencé dans la pub, on tapait à la machine avec du papier carbone derrière et du Tipex. Donc, c'est incroyable le monde tel qu'on le vit aujourd'hui. En 30 ans, tout a explosé, tout a changé. Eh bien, j'ai l'impression d'un retour en arrière. Démocratique, c'est invraisemblable, quoi. Il y a des fous partout dans le monde, là, autoritaires, et sur le droit des femmes. Et quand je pense qu'aux États-Unis, ça discute l'IVG, quand je pense qu'en Iran, c'est n'importe quoi, cette violence faite aux femmes, c'est pas possible. Ça, c'est le Moyen-Âge. Donc ce Moyen-Âge, c'est un Moyen-Âge de la démocratie, de la perte de ce sentiment qu'on avait qu'on allait aller dans un monde de progrès. Et les femmes font beaucoup partie de cette histoire. Et la religion utilise les femmes. Et ça, moi, je ne supporte pas. Tout ça, ça vous fait peur Oui, ça me fait peur, en fait. Ça me fait peur et je pense qu'il faut qu'on soit combattante. Je pense qu'il faut pas... Quand les gens vous disent oh, « c'est déjà pas mal », quoi, c'est pas mal? J'ai pas le même salaire. Quoi, c'est pas mal? C'est pas 2%, c'est pas mal? Non, mais... Et quand les gens vous disent, vous vous rendez compte, maintenant, sur telle télé, ils sont à parité, mais encore heureux, quoi. De quoi on parle? Et là, vraiment, je pense que dans le monde, il y a un retour comme ça en violence. Et surtout, pourquoi les hommes mettent-ils les femmes au cœur de leurs problèmes? Pourquoi parle-t-on sans arrêt de religion sur les femmes qui parlent de religion à propos d'eux, mais qui laissent les femmes libres? Et sur les difficultés que rencontrent d'ailleurs les femmes dirigeantes, on a parlé des startups qui ont des filles qui ont du mal à lever des fonds. Mais allez, si on va j'essaie des fois d'être un peu positive. C'est quoi aujourd'hui peut-être l'avantage d'être une femme dirigeante? Et toi, tu as peut-être vu d'ailleurs cette évolution. Mais l'avantage d'être une femme dirigeante, c'est que les femmes, c'est génial. C'est plus performant. C'est formidable, les femmes. Donc, moi, j'ai beaucoup d'emballement sur les femmes, sur les autres. J'aime bien. Moi, au début, on me disait ah là là, ça va être une femme, tu vois, que tu vas avoir en face, elle va être jalouse. J'ai jamais eu ça. Non, moi, je crois que la sororité, elle est montée. Et franchement, et je trouve que, vous voyez, il y a les hommes et les femmes, et il y a des spécificités. Quelles sont les spécificités? C'est que les femmes, on les a enfermées dans la maison, on leur a donné beaucoup de travail, on les a pas payées. Hein, nos grands-mères, nos mères, et encore des femmes aujourd'hui. Et on fait semblant qu'elles font rien. Une femme, ça travaille énormément, ça travaille plus que les hommes. Et les femmes qui travaillent, moi j'en ai beaucoup à l'agence, elles ont 10 points de stress de plus que les hommes. Et c'est pas pour rien. C'est pas parce que elles aiment le frivole ou je ne sais trop quoi. C'est parce qu'elles sont en charge de la vie. Elles sont en charge de l'intérieur, elles sont en charge de l'extérieur. Et donc là, je pense que c'est magnifique, mais qu'on a intérêt à évoluer. On va être moins en charge.
Et les garçons vont être plus en charge et ça va être merveilleux. Au milieu, il y a quelque chose de merveilleux. À faire. Ouais, une question que je pose, alors pas aux femmes, je la pose à tous les invités hommes aussi, donc il ne faut jamais le prendre mal. Mais comment est-ce que tu organises du coup entre vie perso, vie pro? Non, mais moi, je n'ai pas de problème avec cette question parce que je pense qu'on devrait, en effet, comme tu le fais, la poser à tout le monde. Parce que je suis assez étonnée, par exemple, au début, quand j'ai commencé, moi, j'étais hyper fraîche et on me disait « Alors, comment tu vas faire ?» Je dis, pourquoi tu me demandes ça à moi? Le type là, à côté, là, comment il va faire? Il compte avoir un enfant ou pas? Comment il va faire? En fait, notre vie, elle est comme ça. Notre vie, elle se structure autour d'une histoire personnelle, mais l'histoire professionnelle, publique, elle est aussi très importante. Et c'est au croisement des deux que se trouve notre histoire. Pourquoi on priverait les femmes? Moi, j'ai une maman qu'on a privée de ça. Et en fait, elle n'aimait pas à la maison faire ménage et tout. Elle n'aimait pas du tout. Et donc, j'ai une maman qui disait oh, « je m'embête un peu quand même à faire tout ça ». Donc, pourquoi? Ça ne veut pas dire... Moi, j'aime beaucoup m'occuper de chez moi, etc. Après, j'adore être aidée. J'adore être aidée. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces femmes qui nous aident à pouvoir faire des choses. Beaucoup de respect. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'en avais encore plein, mais comme je disais au tout début, tu as fait beaucoup de choses. Mais on va devoir passer déjà à la dernière séquence, qui est donc l'interview Top Chrono. Alors, une marque pour laquelle tu rêverais de travailler et avec qui tu n'as pas encore pu collaborer? Nike. J'aime bien. Et je trouve qu'ils ont beaucoup de talent, donc je ne suis pas sûre qu'ils aient besoin de moi. Tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok? LinkedIn. La personne qui t'a le plus marqué dans ta vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel? Oh là, c'est trop difficile. Ma maman. L'appli que tu utilises le plus? Radio France. J'écoute des podcasts sans fin. À voix nue. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française? Bien sûr, Delphine Ernotte. De France Télévisions. Le dernier livre que tu as lu, si tu en as lu un récemment. Oui, j'ai relu. J'ai relu un Albert Cohen. Voilà, et Belle du Seigneur. Pas mal. Pas facile, mais pas mal. J'adore. C'était quoi ton rêve quand tu étais enfant? Je voulais défendre, je voulais être avocate, défendre, mais mon papa m'avait dit que j'allais défendre que des gens qui étaient divorcés, parce que c'était le rôle des femmes. Je me suis dit, ah non, je vais pas m'occuper des divorcés. Mais je voulais défendre. Tu as parlé un peu d'immigration tout à l'heure. Si tu devais changer quelque chose à la nouvelle loi là, qui vient de passer sur l'immigration, qu'est-ce que ce serait? Beaucoup de choses. Presque tout. Oui, beaucoup de choses. Je trouve que de toute façon, ça part très mal parce que ça part sur les mauvaises données. Ça triche sur les chiffres. En France, nous avons fermé nos frontières il y a très longtemps. Et les gens qui arrivent, les migrants, on en a besoin. Donc, on pourrait les utiliser de façon très brillante et très intelligente. Un pays qui se ferme, c'est terrible. La porte ouverte garde la maison. Pour moi, c'est un truc fondamental. Donc, il y a beaucoup de choses à changer. Écoute, merci. C'est déjà terminé. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette émission et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. Au revoir.